Bonjour à vous mes amis et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons nous intéresser à Charlemagne. Alors oui, certains d'entre vous pensent automatiquement à l'empereur à la barbe fleurie ou encore qu'il a inventé l'école. Bien sûr, c'est totalement faux. L'école existait déjà avant sa naissance et il n'avait certainement pas la barbe fleurie. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que cet homme régnait au IXe siècle sur un territoire immense qui s'étendait des côtes de l'Atlantique aux rives de l'Elbe. Un empire dans lequel il tente d'uniformiser les lois, la langue et aussi les usages. Au point que certains historiens considèrent ce roi carolingien comme le premier grand européen. Mais le savais-tu? Nous allons nous projeter dans le temps et plus exactement à Noël de l'an 800 où le pape Léon III prononce les mots suivants. Charles Auguste, couronné par Dieu puissant et pacifique empereur, vie et victoire. Il joint le geste à la parole en couronnant Charles, premier empereur d'Occident à la basilique Saint-Pierre de Rome. L'événement est extraordinaire, mais pourquoi? Eh bien, en 476, Romulus Augustule est le dernier empereur romain d'Occident qui est déposé par Odoacre, chef des Skyres, un peuple germanique. Par ce couronnement, en l'an 800, un empereur règne enfin sur l'Occident. Malheureusement pour la papauté, cet empire n'est plus romain, il est devenu franc et son centre de gravité s'est déplacé vers le nord, jusqu'en Rhénanie, à Aix-la-Chapelle, berceau de ce monde franc. Pour comprendre les origines du règne de Charlemagne et de son empire, il nous faut remonter au 5e siècle. C'est à cette époque que, venus des steppes d'Asie centrale, les guerriers d'Attila, le roi des Huns, déferlent sur l'Europe. Fuyant ces terribles guerriers, les peuples germaniques franchissent les frontières de l'Empire romain. Les Burgondes, Angles, Goths, Saxons et Francs se répartissent sur les terres de cet empire en déclin et fondent autant de royaumes barbares. Celui des Francs, situé dans le nord-est de la Gaule, prend une importance particulière en 486 puisque le roi Clovis réussit à placer l'ensemble des royaumes de Gaule sous son autorité. Par contre, ses successeurs mérovingiens vont rater le coche et ne parviennent pas à maintenir cette unité. Il nous faut alors attendre l'avènement d'une autre famille aristocratique, les Pipinides. Nous avons donc l'arrivée de Pépin le Bref qui est sacré en 751 et qui permet de restaurer l'autorité franque sur la Gaule. À sa mort en 768, les territoires sont partagés entre ses deux fils, Charles et Carloman. Carloman décède en 771 et laisse Charles seul héritier du royaume. Je vous le dis de suite, nous ne savons rien de l'enfance de Charles, mais nous avons un précieux témoignage dans un ouvrage intitulé Vita Caroli Magni, qui signifie Vie de Charlemagne, qui a été rédigé par Éginard. Éginard est un moine qui fut le confident, le conseiller et le biographe de Charlemagne. Il nous donne une image du physique et de la personnalité de Charlemagne qui diffère très largement de celle du légendaire vieil empereur à la barbe fleurie. Il le décrit comme un grand homme et l'exhumation qui a eu lieu en 1861 confirmera qu'il mesurait environ 1,92 m. Il est robuste, jovial, avec des moustaches tombantes. On sait également qu'il aime vivre entouré des siens et ne se sépare qu'à regret de ses enfants. Ses manières sont rustres, il a une faible instruction, mais cela ne l'empêche pas de faire preuve d'une grande curiosité intellectuelle et s'entoure de lettrés et de savants. Même si sa langue d'origine est un dialecte germanique, le francique, il est aussi capable de s'exprimer en latin et va faire toute sa vie des efforts pour apprendre à écrire. Humble, juste, Charlemagne est aussi un combattant vigoureux, solide et un féroce chef de guerre. Dès le début de son règne, il ne se passe pas une seule année sans qu'il parte en campagne à la tête de son armée. D'ailleurs, il va poursuivre l'œuvre de son père et commence par soumettre l'Aquitaine et la Gascogne. En 774, à l'appel du pape Adrien Ier, il se rend maître du nord de la péninsule italienne et cumule les titres de roi des Francs et des Lombards, qui est un autre peuple germanique installé en Italie depuis 2 siècles. Il essaie aussi de profiter des désordres qui règnent en Espagne et tente d'étendre son influence au-delà des Pyrénées. Malgré quelques succès rapides, il subit un revers important face aux Basques lors de la bataille de Roncevaux en 778 qui met un terme à ses ambitions ibériques, mais verra la naissance au XIe siècle de la chanson de Roland. Mais c'est surtout vers la Germanie que se portent les efforts de notre Charles. Il faut savoir que c'est un roi très croyant qui a pour ambition de convertir au christianisme les populations d'outre-Rhin qui sont restées majoritairement païennes. Charlemagne va alors livrer des rives du Rhin jusqu'à l'Elbe une guerre d'une sauvagerie extrême qui ne s'achèvera qu'à la fin de son règne. Cette campagne débute en 772 lorsque les armées franques détruisent le principal lieu de culte saxon en Westphalie et brûlent l'Irminsul, qui était soit un arbre, plus précisément un frêne, ou une énorme colonne. C'est un symbole fort puisque celui-ci représente l'arbre-monde au même titre qu'Yggdrasil en Scandinavie.
Après des années de saccage systématique des terres saxonnes, la violence atteint réellement son apogée en 782 à Verden, où Charlemagne fait décapiter en une seule journée 4500 otages saxons qui refusent de se soumettre au baptême. Mais ce qui est encore plus fort, c'est que cette politique de terreur et de destruction va prendre une forme légale par la publication en 785 du capitulaire saxon, qui est en fait une série de lois punissant de mort toute manifestation du paganisme ou de résistance. Il faut attendre l'année 804 pour voir les derniers territoires rebelles soumis, entraînant bien sûr la déportation de plusieurs milliers de familles saxonnes qui seront remplacées par des colons francs qui vont fonder la fameuse ville de Hambourg. Cette série de conquêtes confère un immense prestige à Charles Ier et lorsqu'il faut administrer ce royaume de près d'1 million de kilomètres carrés qui va des rivages de l'ancienne Gaule jusqu'aux confins de l'Elbe, celui-ci va s'imposer comme un administrateur efficace. Pour appliquer les mêmes méthodes de gouvernement que dans le monde franc, il imagine un découpage administratif en 300 provinces appelées comtés. À la tête de ces circonscriptions, les comtes constituent les relais de l'empereur. Depuis son palais d'Aix-la-Chapelle, capitale de cet empire, il réunit chaque printemps en assemblée les hauts dignitaires du royaume et émet des capitulaires. Ces recueils de directives écrites indiquent les orientations politiques du gouvernement. Ceux-ci étaient alors transmis aux comtes qui, à leur tour, les transmettaient à la population. À savoir bien sûr que ces comptes étaient eux-mêmes contrôlés par des inspecteurs, les missi dominici, que l'on peut traduire par les envoyés du maître, et qui dépendent directement du roi. Dans le domaine juridique, Charlemagne conserve les particularismes locaux hérités des Mérovingiens. En gros, chacun était jugé selon les lois et les coutumes de son peuple d'origine. Ainsi coexistent le bréviaire d'Alaric pour les Gallo-Romains, la loi salique pour les Francs saliens, la loi ripuaire pour les Francs rhénans et celle des Saxons. Mais le roi a aussi la bonne idée de coucher par écrit l'ensemble de ces lois, qui pour certaines sont de tradition orale. Il en profite aussi pour harmoniser le droit criminel pour mettre un terme aux vengeances privées au profit d'une justice publique. Le prestige du royaume puis de l'empire ne peut pas se limiter uniquement à son expansion territoriale. Charlemagne s'inspire du modèle de la Rome antique et a à cœur de faire de l'Occident une ère de rayonnement culturel. Nous sommes dans une société où, depuis la chute de Rome et les incursions barbares, la culture écrite avait peu à peu été délaissée au profit d'une tradition orale, et seuls les monastères étaient les derniers gardiens de l'écrit. Selon Alcuin, proche conseiller de Charlemagne, l'empereur était soucieux d'assurer le triomphe de la civilisation sur la barbarie. Ainsi, il encourage la circulation des manuscrits. L'œuvre des scribes, qui recopient les manuscrits à la plume, est un travail long et surtout très méticuleux. La raison est toute simple, l'écriture mérovingienne est complexe, déformée par des ornementations et elle est finalement peu lisible. C'est à partir de 780 qu'une réforme impose la minuscule caroline. Celle-ci est constituée de lettres bien détachées et permet une simplification du travail des copistes, mais aussi facilite la lecture. D'ailleurs, les caractères que nous utilisons aujourd'hui sont l'héritage de cette réforme. Charlemagne va encore plus loin et fonde à Aix-la-Chapelle une académie palatine qui a pour objectif de former l'élite ecclésiastique et laïque du royaume. Il place l'instruction au cœur de ses préoccupations, d'où l'apparition d'un capitulaire en 789 qui ordonne aux prêtres et aux moines de se consacrer à l'étude du latin et de faire en sorte que dans toutes les campagnes du royaume, les curés ouvrent des écoles pour enseigner la lecture et l'écriture aux enfants des paroisses. Ainsi, avant même le couronnement impérial de l'an 800, la majeure partie de l'Occident chrétien avait été pacifiée et unie par un ensemble de valeurs communes. À sa mort, en 814, Charlemagne laisse un héritage politique et culturel qui va marquer de son empreinte toute la civilisation européenne. C'est là-dessus que je vous abandonne et n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et surtout gardez à l'esprit que apprendre c'est bien, mais comprendre c'est mieux.